Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo NBA Business, c'est pour ça que je reste en tenue de travail, en tenue de bureau, pour vous parler d'un sujet qui revient de manière récurrente maintenant dans les conversations, le tanking en NBA. Les gars, c'est quoi la stratégie pour la saison? C'est le schéma, c'est le tank, le tanking. C'est une stratégie, une posture qui consiste à perdre volontairement, entre guillemets, mais en tout cas à ne pas chercher à être spécialement compétitif pour être le mieux placé à la prochaine draft, pour avoir le maximum de chances de récupérer un super jeune joueur et du coup rebondir la saison prochaine. Alors ça a toujours existé en NBA depuis qu'il y a un principe de draft inversement proportionnel au résultat. Demandez aux Spurs en 97, ils ont été très contents de délaisser David Robinson au repos un petit peu plus longtemps pour avoir Duncan juste après. Donc c'est pas un phénomène nouveau, mais effectivement la NBA commence à en avoir un petit peu marre d'avoir des équipes qui restent volontairement faibles, surtout quand c'est des très gros marchés, quand les Knicks, les Lakers et les Bulls en même temps tankent. Évidemment, du côté d'Adam Silver, on commence à taper du pied. Écoutez, j'ai peut-être une solution. J'ai peut-être une très modeste solution que il ne me semble pas qui ait encore été évoquée parmi toutes les solutions évoquées pour lutter contre le tanking. J'en ai peut-être une que je vais vous développer dans cette vidéo. Ça va être un petit peu complexe parce qu'on va aborder des mécanismes qui sont très particuliers dans l'immense usine à gaz du business NBA. Je sais que vous allez vous accrocher, mais vous allez voir les choses que je vais vous présenter, je pense, sont assez intéressantes et c'est des notions, si vous aimez le business NBA, qui seront intéressantes à connaître. Alors déjà, petit contexte, la NBA, c'est déjà un paradoxe en soi, parce que la NBA, c'est une ligue keynésienne au pays du libéralisme roi. Le système actuel qu'on passe son temps à décrier, qui est beaucoup critiqué, au final il n'est pas si mauvais que ça. Il faut toute raison garder, remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi on en est là? Le système il n'est pas si mauvais que ça, il a juste quelques faiblesses qui sont exploitées par quelques équipes. Et c'est effectivement ça qui est un peu pénible, mais quel système est infaillible? Pourquoi il n'est pas si mal que ça? Et pourquoi je vous dis c'est un système keynésien au royaume du libéralisme roi aux États-Unis? C'est que c'est pas chacun pour soi, c'est pas c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. On a un système qui est extrêmement encadré pour que chaque équipe, entre guillemets, ait la même chance de réussir et pour éviter que les plus gros trustent systématiquement les podiums. Bref, c'est l'inverse du système européen. Paradoxal, le système européen, continent plutôt keynésien, qui a un système financier sportif ultra libéral, où on peut faire ce qu'on veut, et où c'est systématiquement les plus riches qui finissent par l'emporter. Les États-Unis, c'est tout l'inverse. Il y a déjà un paradoxe qui mériterait 5 heures de vidéo, mais on n'en est pas là. Système donc keynésien, très encadré, avec des salaires minimums, des salaires maximum, des budgets des équipes, tout ça est défini par la NBA. Les équipes font pas ce qu'elles veulent. Tout ça, c'est prédéfini. Et c'est un levier sur lequel, si vous voulez agir contre le tanking, vous pouvez difficilement, essayer d'agir. Parce que vous pouvez très bien dire à une équipe, ok, tu fais entre guillemets volontairement des mauvais matchs pour perdre, on va te baisser ton salary cap. Mais vous allez enfermer l'équipe dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que peut-être qu'elle ne fait pas exprès de perdre, et si vous limitez son budget, elle ne va pas pouvoir recruter de bons joueurs, elle va continuer à perdre. Spirale infernale, cercle vicieux. Donc vous ne pouvez pas agir sur le budget, sur le salary cap, ou à contrario, vous pourriez dire, toi, tu es une bonne équipe, tu joues le jeu, tu es compétitif, donc on va te permettre de dépenser plus pour payer tes joueurs, mais c'est pareil, vous enfermez les équipes victorieuses dans un cercle vertueux. Donc ça ne résout pas le problème, et ça peut-être même l'aggrave. Donc vous ne pouvez pas agir sur les salaires, les budgets, le salary cap. Ça, c'est verrouillé. Autre système qui existe en NBA, c'est le principe de la draft. Le principe de la draft, c'est plus je suis bas dans mon classement à la fin de la saison, plus j'ai de chances élevées d'obtenir le meilleur choix.
système donc inversement proportionnel. Et c'est pareil, c'est délicat d'agir fondamentalement sur la draft, parce qu'il y a des équipes qui sont faibles, parce qu'elles ont eu un joueur blessé, parce qu'elles ont tenté quelque chose, ça n'a pas pris, elles n'ont pas forcément essayé d'être faibles, et comment elles sortent de cette spirale de défaite? Eh bien en rebondissant grâce à une draft, en récupérant un super joueur. Donc c'est très très délicat d'agir uniquement sur ce levier-là, parce que une nouvelle fois, vous pouvez enfermer des équipes dans des logiques de défaite ou des logiques de victoire. Il y a plein de solutions qui sont évoquées, une loterie sur 30 équipes. Le jour où, si la NBA fait ça, il y a une loterie sur 30 équipes. Les Warriors sont champions en juin, 15 jours après leur titre, ils récupèrent le premier choix de draft. Les mêmes qui s'indignaient du tanking s'indigneront du fait que les Warriors réussissent à avoir le premier choix de draft et que le système n'est pas bien. Donc, agir sur la draft, la NBA l'a déjà fait un petit peu en limitant les probabilités, en ajustant un petit peu. Ça règle fondamentalement rien du tout. Parce que les équipes pourront considérer, toujours à se dire, il vaut mieux qu'on soit le plus faible possible cette saison, on n'a rien à gagner, même si nos probabilités d'avoir le premier choix restent basses, c'est mieux ça que rien. Donc, agir sur la draft, c'est pas possible. Il y a un autre levier. Qui existe en NBA, toujours dans ces notions un petit peu de ligue keynésienne. C'est le système de redistribution des revenus. Les équipes qui gagnent beaucoup d'argent réinjectent un petit peu de leurs revenus vers les équipes qui en gagnent le moins. Et personne, ou en tout cas moi je ne l'ai pas vu, ne s'est dit mais attends, et si on agissait là-dessus pour limiter le tanking? C'est peut-être là la vraie variable qui est complètement indépendante du sportif, qui est purement une variable comptable qui concerne que les propriétaires, c'est peut-être là-dessus qu'il y a quelque chose à faire. Et puis surtout, ça permet de garder le système actuel, on ne réforme pas en profondeur, parce que comme je vous le disais, moi le système actuel, je trouve qu'il n'est pas si mal. Il a ses faiblesses, il a tout ce que vous voulez, mais il n'est pas si mal. Il a une raison d'être. Vous gardez ce système, mais vous faites un ajustement à ce niveau-là, c'est ce que je vais vous détailler. Parce que effectivement, les mauvaises langues vont dire, la NBA actuellement, elle récompense la médiocrité. Si je suis une mauvaise équipe, je vais être aidé par la NBA pour m'en sortir. Donc, les équipes qui sont dans des saisons de transition, qui n'ont sportivement rien à gagner, elles ne vont pas essayer d'aller batailler dans des matchs de saison qui n'auront aucun intérêt pour elles. Ou les équipes qui vont se dire, bon c'est bon, les playoffs cette année c'est mort, type les Mavs là, cette saison, on lâche tout, on lâche les rênes, on se met en pilote automatique et on tank sur la deuxième moitié de la saison. Et la NBA finalement va récompenser notre médiocrité. Voilà le système actuel. Eh bien, j'ai une solution, très modestement, depuis mon canapé en amateur, pour peut-être limiter cet adage, qui est pour le coup cruel, mais qui a quelque part une part de vérité. Il faut taper là où ça fait mal. Et où est-ce que ça fait mal? C'est toujours au portefeuille. Vous pourrez m'expliquer tout ce que vous voulez. Il y a une chose qui fait mal, c'est pas les probabilités d'avoir un premier choix de draft un peu plus basse, etc. C'est taper au portefeuille. C'est là où ça fera toujours le plus mal, parce que même si les propriétaires sont des millionnaires, voire des milliardaires, avoir de l'argent qui leur est soustrait sans raison, ça ne leur plaira jamais. Donc ça peut être un bon système. Mais au préalable, c'est pour ça que je vous dis cette vidéo va être un petit peu technique, il faut comprendre comment fonctionne le système de redistribution en NBA, pour comprendre en quoi ma proposition peut être intéressante. Le principe, il est tout simple. Les riches payent pour les pauvres. Ok, redistribution des richesses. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi il y a un système de redistribution à NBA? Parce que les gros marchés, New York, Los Angeles, Chicago, même les Warriors, la Bay Area, c'est une zone quand même très densément peuplée, ils tirent les revenus de la NBA vers le haut. Bah ouais, les mecs, ils n'arrêtent pas de faire monter le prix des places. Regardez les places des Warriors qui atteignent des montants astronomiques. Les droits télé explosent, les Lakers signent des deals incroyables. Les mecs tirent les revenus de la NBA vers le haut. Or, plus de revenus égale plus de salary cap, plus de masse salariale, parce qu'en NBA, 50% du revenu total est automatiquement redistribué aux joueurs, c'est la règle. Donc, plus les revenus augmentent, plus le salary cap augmente. C'est lié. Or, le salary cap, il est le même pour toutes les équipes NBA. Or, les petits marchés
Pelicans, Milwaukee Bucks, OKC est également un petit marché. Du côté de Minnesota, on est un petit marché. Ces équipes-là, elles disent attends les mecs. Moi, je peux pas vendre des places à $300 pour être tout au fond de la salle. Et mes droits télé, si j'essaye de les proposer au prix des Lakers, les mecs m'envoient gentiment bouler. Donc comment je fais pour suivre le rythme? Eh bien, la NBA a dit ok, pas de souci. Si tu veux suivre le rythme, on va prendre un petit peu aux Lakers et aux Knicks et on va te redonner un petit peu à toi. Comme ça, finalement, tu es aussi dans la boucle et tu arrives à suivre. Voilà d'où vient le système de revenue sharing, de répartition des revenus qui est en place en NBA depuis 2005. C'est pas non plus très très vieux, mais c'est depuis les années 2000 où le salary cap a commencé vraiment à croître de manière assez élevée. Le principe, comment ça fonctionne? Eh bien, tout le monde, donc les 30 équipes de la NBA, elles contribuent à un pot commun. Sur le principe d'une flat tax, c'est-à-dire que tout le monde met le même pourcentage dans la cagnotte, et après on partage cette cagnotte en 30 parts égales. Concrètement, on va prendre un exemple pour que ça soit très très clair pour tout le monde. Parce qu'il faut que vous compreniez ça pour comprendre ma proposition. Partons du principe d'une équipe A, qui est un petit marché. C'est les Pelicans, c'est une petite équipe, c'est ce que vous voulez. Sur la saison, ils ont fait 80 millions de revenus. Donc, c'est pas de chiffre d'affaires, attention, c'est 80 millions de revenus. Donc, c'est les recettes moins les dépenses. Les dépenses, ça va être quoi? Ça va être le salaire des joueurs, les frais de fonctionnement de la salle, le personnel, les médecins, le coaching staff. C'est toutes les dépenses. Recettes moins dépenses. Vous arrivez à ce résultat. 80 millions de revenus. Ok? Sur ces 80 millions, il y a les investissements à faire, il y a les amortissements, il y a les remboursements d'emprunts, le remboursement de la dette. Ça fonde comme neige au soleil. À l'issue, après que tout ça soit payé, eh bien l'équipe, elle enregistre 20 millions de pertes. Je ne vous dis pas que c'est le cas des Pelicans, hein. C'est juste un exemple, c'est le cas par exemple des Charlotte Hornets, qui, d'une manière structurelle, perdent de l'argent. Ok ? Il y a une contribution de 50% des revenus, c'est la règle définie par la NBA, au pot commun. C'est un petit peu plus que 50%, mais j'arrondis à 50% pour que ça soit clair. Donc, 50% de 80 millions des revenus de cette équipe A sont versés dans le pot commun. Ok, donc ici, c'est 40 millions de versés. Vous me suivez. Prenons l'exemple d'une équipe B. C'est un très gros marché. C'est les Lakers, c'est les Knicks, c'est les Nets, c'est les Bulls. Ils ont 250 millions de revenus. C'est la poule aux œufs d'or, évidemment, c'est un gros marché. Ils ont 150 millions de profits. Ils contribuent à hauteur de 50%. C'est une flat tax. Tout le monde paye la même chose. Donc 50% de 250 millions. Ils versent 125 dans la cagnotte. Okay, ils versent beaucoup parce qu'ils gagnent beaucoup. C'est le principe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe une fois que cette cagnotte est constituée? Eh bien, on retrouve notre équipe A. On a une cagnotte qui, au total, tout le monde a mis de l'argent dedans, eh bien, on arrive à 2000 millions de dollars. 2 milliards de dollars dans la cagnotte. Wouhou! On a gagné le loto, c'est euro milliard. Ok? Ces 2000 millions, ces 2 milliards, je vous l'ai dit, ils sont distribués en 30 parts égales. Donc, chaque équipe récupère 66,6 millions, c'est 2 milliards divisés par 30. Donc, les Lakers... les Pelicans, dans cet exemple, on avait pris les Pelicans, ils ont donné 40, ils récupèrent 66. Donc ils ont une balance qui est bénéficiaire de 26,6 millions. C'est un petit marché, ils ont peu cotisé, mais ils ont reçu beaucoup. Au final, eh bien, ils ne perdent plus 20 millions, ils gagnent 6,6. 26 moins 20. Ok ? Donc finalement, cette équipe qui perdait de l'argent, grâce à la redistribution, elle en gagne un petit peu. Vous suivez ma logique. Comme ça qu'elle s'en sort. L'équipe qui vient du gros marché, les Lakers, les Knicks. Je vous rappelle qu'ils avaient versé 125 millions. Le pot, la cagnotte, elle fait toujours 2 milliards. Ok, ils récupèrent eux aussi un 30e, parce que c'est comme ça, 66,6. Donc, ils versent 125, on leur redonne 66, ça fait une balance nette de moins 58,4. J'ai oublié le mot. Donc en gros, ils sont délestés de 58,4 millions. Sauf que la NBA, elle a instauré un plafond. Vous ne pouvez pas payer plus de 30% de vos profits.
Donc ici, cette équipe, le gros marché, elle ne paye pas 58,4, elle paye 30% de 150, ça fait 50 millions. Donc au final, elle avait 150 millions de profits, on lui en avait 50, il lui en reste 100. Donc voyez que dans le système actuel, les équipes très très riches, elles restent quand même encore très riches à la fin, et les équipes assez pauvres, elles sortent un peu la tête de l'eau, mais elles restent quand même encore relativement pauvres. Et voilà pour le principe du revenu sharing, simplifié, parce que c'est plus complexe que ça, mais en gros simplifié, tel qu'il existe actuellement en NBA. Là où il y a un souci, c'est que les gros marchés qui tankent, eh bien ils réalisent d'énormes profits. Les Lakers, les Bulls, les Knicks, qui étaient nullissimes, ils continuaient à vendre des billets d'entrée à prix d'or, des produits dérivés, des droits télé. Ils faisaient sold out, même s'ils étaient aux fraises. Donc il y avait vraiment une double injustice, c'est-à-dire qu'ils étaient mauvais, ils tankaient, ça tirait l'intérêt de la NBA vers le bas, parce que quand vous avez des grosses franchises mythiques qui sont faibles, eh bien forcément c'est pas sexy. Donc tout le monde était perdant, sauf eux, qui finalement s'en sortaient financièrement très 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 bien. Et là alors je me suis dit, mais attends mon petit Blight, ok, chaque équipe récupère 1/30 de la cagnotte totale. Et si, au lieu de récupérer 1/30, on récupérait une part proportionnelle au résultat de l'équipe? Et si la contribution était indexée au pourcentage de victoire ou au classement à l'issue de la saison régulière? Au lieu de 30 parts égales, dans mon exemple à 66,6 millions, si on n'avait pas un système qui croît vers les équipes les plus victorieuses et qui décroît vers les équipes les plus faibles. Donc, le 15e, il a 66,6 millions, c'est la moyenne, c'est la médiane. Par contre, le 16e, il a 63, le 17e, il a 60, le 18e, il a 57, etc. Ça décroît vers les équipes les plus faibles, et à contrario, ça augmente plus les résultats sportifs de l'équipe sont bons. Donc le 15e, il a toujours 66, le 14e 69, le 13e 72, le 12e 75, etc. Au final, eh bien, on a un premier qui, sur mon exemple, a 108,6 millions, et on a un 30e qui n'a que 21,6 millions. La NBA passe donc dans un système où elle récompense les résultats sportifs. Parce que l'équipe qui gagne va être incitée, va être récompensée de ses bons résultats par une réinjection d'argent. Retour sur l'exemple. L'équipe A, on prend toujours les Pelicans. Ils sont actuellement classés 7e en NBA. Vous avez sans doute des objections dans votre tête, vous allez voir avec mon exemple, ça va être plus clair. Équipe A, petit marché, Pelicans, on considère qu'ils finissent la saison 7e de la NBA. Dans l'ancien monde, dans l'ancienne version, les Pelicans, on l'a vu, ils allaient verser 40 millions dans le pot, récupérer 66 et finalement avoir une balance de 26 millions. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, rien de nouveau. Dans le nouveau système, ok, les Pelicans, ils sont classés 7e. Donc sur mon barème proportionnel, 7e, ils récupèrent 90,6 millions. Résultat, leur balance, elle passe de 26 à 50,6. Donc les Pelicans, petit marché qui a des bons résultats, on va considérer que c'est une vraie performance, ils ont joué le jeu, ils ont été combatifs, c'est pas forcément une ville super attractive, donc ils ont réussi à s'en sortir, et bien on récompense leurs bons résultats sportifs, et là c'est le jackpot. Et là c'est la poule aux œufs d'or pour ce petit marché qui d'un seul coup a des bien plus gros profits que les années précédentes où il gagnait un petit peu moins. Tout le monde est content. Autre exemple, toujours avec l'équipe A, petit marché, par contre cette fois-ci petit marché qui tanque, ou qui perd, en tout cas qui n'a pas de résultats sportifs. Ok, c'est toujours la même chose, 80 millions de revenus, 20 millions de pertes, et il y avait 40 millions qui étaient versés dans la cagnotte. Ok, 66 de redistribuer, j'avais 26 dans la poche. Eh bien, avec mon classement de 30e, là du côté des Grizzlies, je récupère pas 66 dans la redistribution. Je récupère que 21,6.
Du coup, ma balance entre ce que j'ai versé et ce qu'on m'a rendu, elle n'est pas excédentaire, parce qu'on n'a pas récompensé ma médiocrité. Elle est déficitaire. J'ai une balance à moins 18. Et là, effectivement, on m'a tapé dessus sur le portefeuille et ça fait mal. Vous avez des mauvais résultats, c'est votre faute, ok? Parce que vous avez fait des mauvais recrutements, parce que vous avez fait des mauvais choix de draft, parce que vous avez offert des ponts d'or à des joueurs qui n'ont pas été compétitifs, parce que vous avez fait n'importe quoi tactiquement, parce que votre coach il n'est pas au niveau, c'est votre problème. C'est pas le problème de la NBA. Donc nous, on ne vous aidera pas. Voilà la logique. Et vous allez me dire, mais attends Blight, ces équipes-là, tu vas les enfermer dans une spirale financière terrible. Parce qu'elles avaient déjà du mal à s'en sortir. Là, elles vont pas avoir leurs revenus effectivement un petit peu remis à flot. Donc comment elles vont s'en sortir? Eh bien, il y a une solution. Vous êtes vraiment dans la muise. Ok, le fonds d'investissement qui possède l'équipe ou le propriétaire, il veut pas y être de sa poche. Pas de souci. On peut vous proposer une aide financière. Par contre, le deal, c'est que plus vous allez demander une aide financière par rapport à, entre guillemets, l'ancien barème, plus vous allez glisser dans les probabilités de la draft. Donc, si on prend le Tankathon, le Tankathon actuel, avec les Grizzlies, la 30e équipe de la NBA qui aurait 25% de probabilité d'avoir le premier choix, c'est encore le cas sur la draft prochaine, après ça change en 2019, mais c'est encore le cas, eh bien ok, vous voulez redescendre d'un cran sur le barème, vous passez de 25 à 19. Ok, vous voulez redescendre de 15 crans, récupérer les 66 millions de la fourchette médiane, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Par contre, vous allez passer là, à la place des Clippers, et vous serez à 0,5 de probabilité. Et tout le monde remonte à votre place. Vous aurez quand même un tour de draft, donc vous allez quand même avoir une possibilité de vous en sortir. Par contre, vos mauvais résultats et votre tanking, il n'est pas récompensé. Il n'est pas récompensé parce qu'on vous a tapé au portefeuille. Alors certes, vous allez me dire, il y a des équipes qui décideront toujours de tanker. Certes, des équipes décideront toujours de tanker, mais ça coûtera cher. Comme la luxury tax, des équipes qui choisissent de la dépasser, de la payer, sauf que ça coûte cher. Et que c'est un système qui n'est pas viable sur le long terme. Et on peut très bien imaginer des équipes qui ont une pénalité qui va en croissant, si d'année en année, à la Sixers par exemple, eh bien les résultats continuent à rester mauvais. Qu'il y a une volonté finalement de ne pas chercher à s'améliorer parce que ça nous arrange bien. Et puis on prend l'exemple de l'équipe B. Donc là, c'est le gros marché qui n'a pas de bons résultats sportifs. Exemple les Bulls, 23e. Eh bien, dans l'ancien système, je vous rappelle, ils avaient une balance de moins 58, mais ils ne versaient que 50, parce que c'était plafonné. Eh bien, dans l'exemple de solution que je vous propose, ils ne reçoivent que 42 millions en partage, parce que c'est la 23e équipe de la NBA, donc pas de résultats sportifs, pas d'argent. Ça fait, par rapport aux 125 millions qu'ils payaient, une balance négative de 82 millions, et on déplafonne. C'est-à-dire que c'est plus plafonné à 30%, c'est déplafonné. Résultat, les Bulls, gros marché qui tank, eh bien, ils doivent payer 82,4 millions. Et là, vous allez regarder Chicago dans les yeux et vous allez leur dire, ok, tu veux tanker, ça te coûtera 82 millions. Vas-y, fais-toi plaisir. Et vous allez voir si Reinsdorf, du côté des Bulls, il va sortir son carnet de chèques et faire 82 millions pour avoir un premier tour de draft. Reinsdorf, il va tout de suite appeler Fred Hoiberg et lui dire « Ok Fredo, tu me refais monter au classement, hors de question que je paye 80 millions la saison prochaine. » Et vous réglez le problème du tanking. Et vous réglez tout simplement le problème du tanking. Et puis inversement. Et puis au final, si on revient sur les Bulls, vous voyez qu'ils payent 82 sur 150 millions de profit, il leur reste quand même de l'argent. Mais il en reste quand même beaucoup moins que dans l'ancien monde. Et on tape au portefeuille et ça fait toujours mal, croyez-moi, même si vous êtes millionnaire ou milliardaire. Et puis, autre exemple, gros marché avec de bons résultats, exemple des Warriors, exemple des Rockets par exemple, toujours les mêmes données. Dans l'ancien monde, eh bien, ils payaient 50 millions. Là,
avec le deuxième meilleur bilan de la NBA, eh bien ils reçoivent 105 millions. Ils ont payé 125, ils reçoivent 105. Ça fait une balance déficitaire de moins 19. Donc ils contribuent toujours à hauteur de 20 millions, parce que c'est un gros marché, il faut aider les petits marchés, qu'on ne change pas ce système. Par contre, on récompense leurs résultats sportifs et ils payent moins qu'avant. Parce qu'ils ont joué le jeu, parce qu'ils ont été compétitifs. Et on les incite à rester compétitifs. Fondamentalement, qui décide de tanker? C'est pas les joueurs, c'est pas les coachs, ok. C'est pas un joueur ou un entraîneur, même si l'entraîneur peut être complice parce que c'est une réflexion globale, même si les joueurs peuvent être complices parce qu'ils comprennent bien que c'est une réflexion globale, c'est pas le joueur qui se lève le matin en disant « Ok les mecs, on perd. Ce soir on perd parce que c'est dans notre intérêt. » Les joueurs, ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est de gagner des matchs, qu'on parle d'eux, avoir des performances sportives et chouchouter leurs stats. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ni les coachs, ni les joueurs n'ont intérêt à perdre. Qui a intérêt à perdre? C'est dans une logique plus globale, c'est les general managers, parce que ça fait partie d'un process de reconstruction, et c'est les propriétaires, parce qu'ils se disent on va être mauvais un an pour être meilleur dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est eux finalement qui prennent cette décision-là. Donc, si on doit pénaliser quelqu'un au portefeuille, c'est certainement pas les joueurs via le salary cap, parce que eux, ils demandent qu'à gagner. Si on doit pénaliser quelqu'un, c'est effectivement le propriétaire via son portefeuille. Et où est-ce que vous le pénalisez? À la fin de la page comptable, la ligne profit. Et c'est là où ça fait le plus mal. Alors évidemment, mais évidemment, j'entends les objections arriver jusque-là, il vaudra toujours mieux être les Knicks, les Lakers ou les Bulls que les Bucks, les Pelicans ou les Timberwolves. Mais ça sera toujours vrai. Vous pouvez mettre tout en place, tout ce que vous voulez, ça sera toujours vrai. Donc c'est un adage qui sera vrai dans 100% des cas. Vous allez me dire aussi, mais attends, les équipes riches, elles s'en moqueront. Elles s'en moqueront, elles diront, moi tes 80 millions, je te les paye, je m'en fous, je gagne plein d'argent. Eh bien oui mais non. Oui mais non, parce que regardez en NBA, avec le principe de la luxury tax, qui marche pas si mal que ça. Il y a des équipes qui sont arrivées vraiment dans le rouge. Je pense aux Blazers, je pense aux Milwaukee Bucks, je pense aux Wizards, je pense aux Cavs. Les Blazers, ils étaient à 135 millions, je crois, de masse salariale, ils payaient 50 ou 60 millions de taxes de luxe. Les Blazers, c'est Paul Allen. C'est un cofondateur de Microsoft, il est multimillionnaire, il est milliardaire, peut-être même avec 2 chiffres. Ok ? On aurait pu dire, mais Paul Allen, la luxury tax, il s'en fout. Les Blazers, ils vont payer et ils s'en foutent. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les Blazers sur tous leurs derniers mouvements sportifs? Ils n'ont fait que déstocker pour faire baisser la valeur de la luxury tax. Et on parlait de 30-40 millions. Donc, ne croyez pas que parce que ces équipes sont détenues par des multimillionnaires, les mecs vont payer les yeux fermés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Payer pour du vent, parce que là c'est le cas, une taxe de luxe c'est payer du vent, ou un système de redistribution des richesses c'est payer du vent, ça leur fera jamais plaisir. Et devoir payer 80 millions pour avoir potentiellement un tour de draft dont ils ne sont pas sûrs qu'il va transformer l'équipe, les mecs vont y réfléchir, vont se dire c'est peut-être pas dans notre intérêt. Okay. Et finalement, eh bien, les équipes, elles vont être incitées à se battre pour avoir le meilleur classement possible, même en milieu et en bas de tableau, parce que quel est le drame actuel de la NBA? Eh bien, c'est qu'il y a 8 équipes qui se battent pour les playoffs, allez, on va dire il y a 10 équipes qui se battent sur les playoffs, et les 8 ou 6 autres équipes, eh bien, elles se battent pour être la plus mauvaise. Et donc, il n'y a pas de compétition en milieu ou en bas de tableau. Et bien là, vous aurez des compétitions. Parce que les équipes, elles vont avoir intérêt à essayer de gagner des matchs pour récupérer un petit peu d'argent sur le revenu sharing. Et après, je vous ai donné un exemple de revenu sharing, on peut avoir des paliers encore plus élevés pour que ça soit encore plus incitant. Est-ce que finalement, ça ne serait pas le but ? Okay, d'avoir des équipes qui se battent pour essayer de gagner des matchs. Est-ce qu'au final, c'est pas là qu'on veut en arriver? Eh bien, écoutez, je trouve qu'avec cette solution, on n'en est pas loin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.